Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas une vidéo habituelle. Donc le TDAH adulte, ce n'est pas de la paresse et on va voir les 5 découvertes scientifiques pour comprendre et apprivoiser notre cerveau qui est différent. Alors, mon histoire, ça pourrait être la vôtre. En fait, j'ai été diagnostiqué très tard TDAH avec hyperactivité à 28 ans et pendant des années, j'ai entendu à l'extérieur de moi ou même mes propres voix intérieures, puisqu'une fois internalisé d'être paresseux, désorganisé, incapable. Et cette faible estime de soi, vous les connaîtrez aussi peut-être. Et le TDAH adulte n'a rien à voir avec les clichés d'enfants turbulents comme on peut le voir dans les films ou encore les séries. Et la science nous donne enfin les clés pour comprendre pourquoi notre cerveau fonctionne différemment. Et aujourd'hui, on va découvrir les 5 révélations scientifiques qui vont transformer votre vision de vous-même. Première chose, c'est que il y a un grand malentendu sur ce que sur ce qu'est le TDAH. Aujourd'hui encore, les recherches ne sont pas unanimes, donc il n'y a pas de réalité ou de vérité absolue. Mais ce qu'on sait, c'est que il y a une partie de notre cerveau qui est encore en cours qui est différent et qui est encore en cours de recherche. Et les outils de diagnostic qu'on a jusqu'à maintenant, c'est vraiment basé pour les enfants qui ont entre 6 et 12 ans. Par exemple, si on est une femme et que notre hyperactivité est interne, par exemple, on pense de façon très incessante au niveau du mental, et on a probablement échappé au système de diagnostic. Ou bien si on vient d'une culture familiale ou sociale où la discipline est le maître mot. Alors ça aussi, ça peut passer sous les radars. Par exemple, moi, j'ai été toujours très très calme physiquement, mais dans ma tête, où je suis toujours en train de bouger les jambes, les mains, j'ai toujours eu ça, mais comme j'étais calme, que j'étais bon élève, c'est passé sous les radars. Ensuite, pendant longtemps, on a cru que les TDAH c'était des paresseux. Et en fait, c'est pas des paresseux, c'est un déficit d'intention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce terme? C'est que neurologiquement, on a été dit comme des personnes qui ont un problème à fournir de l'effort. Ça s'appelle la dévaluation de l'effort en traduit, mais en fait en anglais ils appellent ça effort discounting. C'est-à-dire que si la tâche demande trop d'énergie mentale, nos cerveaux vont dire oh flemme, je le mets de côté. Et en vrai, c'est pas si simple que ça parce que c'est pas qu'on veut garder que de l'énergie, c'est aussi parce qu'on a un problème de motivation et non pas de problème de paresse. C'est-à-dire que notre cerveau a tendance à ne pas comprendre les récompenses qui vont être associées à l'effort. Donc on ne fait pas l'effort. Et si cela est compris aussi, on met une carotte plutôt que un bâton au bout de la chaîne, et tout simplement, on va réussir à faire nos actions. Donc, par exemple, si vous avez du rangement à faire, vous ne voulez pas le faire, si vous faites le rangement et que vous dites derrière, je m'autorise 30 minutes sur les réseaux sociaux à scroller, ou bien que je me donne un cookie, ou que je me fais un resto, enfin, je sais pas, ça va marcher beaucoup mieux. Voilà. Donc, vraiment faire des échanges avec vous-même, quoi. En fait, c'est ça l'idée. Donc ça, c'est la première révélation. La deuxième révélation, c'est il y a aussi une hypersensibilité à la critique. Donc le RSD en anglais, on va voir le terme exact. Donc c'est la dysphorie sensible au rejet. On n'est pas des êtres susceptibles. C'est juste qu'il y a chez les TDAH une capacité à ressentir un peu plus les émotions de façon intense. Et du coup, ça peut vite devenir insupportable face à la critique ou au rejet, puisque c'est pas l'idée qui est rejetée. Pour nous, c'est vraiment la personne même. Donc c'est nous-mêmes. Alors que si on fait cette distinction-là, déjà, on va pouvoir respirer un peu plus. Et enfin, cette douleur peut aussi nous pousser à agir impulsivement ou à nous isoler pour éviter de vivre ces émotions négatives, jugées négatives au moins. Et agir impulsivement, ça va être couper la parole, imposer notre vision de la vie, échanger de façon abrupte, enfin voilà, tous ces symptômes-là. Donc la vraie nature du TDAH, c'est pas un trouble de concentration, c'est plus un trouble de motivation, parce que le cerveau fonctionne à l'intérêt, au défi, à la nouveauté, à l'urgence ou encore à la passion, et n'a pas, comme les cerveaux typiques, une sensibilité à l'importance ou encore aux conséquences. Donc c'est pour ça que c'est difficile de prioriser les tâches ou encore de comprendre qu'il y a des conséquences bénéfiques si on va à la salle de sport, des choses comme ça. Des efforts long terme, donc c'est recommandé de donner des carottes au bout de chaque effort. Voilà. Et c'est pour ça aussi que
les livres de développement personnel ne sont pas forcément adaptés au TDAH. Par exemple, on nous fait souvent penser qu'il faut avaler le crapaud, le fameux livre où il faut commencer par la tâche la plus difficile pour pouvoir être dans un état de flow et avancer. Ça peut être vrai pour un neurotypique, mais pour quelqu'un qui est TDAH, ça va être tout à fait l'inverse. Commençons de façon plus simple et quand on arrive à tacler les tâches de plus en plus simples de plus en plus, bah, quand on arrive à la tâche difficile, bon, bah, ça va être aussi simple, ça va être pris comme ça. Alors que si on reste vraiment dans l'idée de tout faire à l'importance, de prioriser, ça ne va pas marcher. Donc il faut aussi travailler avec notre cerveau. Et enfin, je fais une petite aparté, une note importante, c'est que les termes scientifiques comme effort discounting, dysphorie sensible au rejet, le RSD, ainsi que toutes les sources sur lesquelles je me base pour faire cette vidéo seront disponibles soit avec des liens ou soit en description pure. Et ce sont vraiment les derniers papiers scientifiques de 2024 et de 2025 sur lesquels je me base. Donc si vous souhaitez creuser le sujet, tout sera là pour vous. Une autre révélation au niveau du diagnostic, et il y a de l'espoir parce qu'aujourd'hui, encore une fois, je l'ai dit plus tôt, le TDAH est basé sur des questionnaires un peu subjectifs. Quand on est jeune, bon, bah, c'est le psy qui remplit la fiche pour nous. Et quand on est adulte, bon, on nous pose des questions, on répond en fonction de nos vécus et on est ou pas TDAH. Or, c'est pas des mesures objectives puisque c'est pas fait avec des prélèvements par exemple. Aujourd'hui, il y a la voix qui trahit le cerveau et des chercheurs analysent la mélodie, le volume et le rythme de notre parole comme biomarqueur. Bah, comme vous le voyez, moi je parle déjà assez vite, c'est ma façon classique de parler quand j'expose, mais en vrai dans ma vie je parle au contraire plutôt très lentement. Et quand j'expose et je transmets, j'ai tendance à parler vite. Et pourquoi? Bah, en fait, le TDAH, c'est lié à la dopamine, qui est essentielle au contrôle du moteur de la parole. Et en fonction dans l'état dans lequel on est, on va parler plus ou moins très rapidement ou peu rapidement. Et ça peut déjà être une révélation majeure parce que cette méthode montre une performance de classification déjà beaucoup plus élevée chez les femmes, par exemple, ou chez les jeunes adultes qui ont loupé le coche du diagnostic quand ils étaient enfants et ça peut rattraper tous les diagnostics manqués. Et ensuite, il y a aussi une autre révélation scientifique, c'est les traitements sur mesure. C'est, avant, il fallait tester des médicaments pendant plusieurs semaines différents pour savoir si ça marche ou pas. Aujourd'hui, une seule dose de méthylphénidate, donc forcément la Ritaline, la Concerta, tout ça ou d'autres, sur la connectivité cérébrale peut prédire l'efficacité à long terme du traitement. Et donc l'impact, c'est qu'il y a une médecine qui va être personnalisée et on va voir si tout simplement si la médecine marche ou pas sur le cerveau en particulier. Et en dehors de la médication, il y a des solutions simples et concrètes qui peuvent être apportées, notamment sur toutes les choses. On va voir, mais ça va nous permettre de retrouver de la sérénité. La science proposait des stratégies qui sont validées ou en cours de recherche qui vont exploiter nos forces et qui vont éviter, contourner nos faiblesses. Et voici déjà 3 approches validées par la recherche. Déjà, se défendre contre l'autoflagellation, c'est-à-dire la rumination sur soi-même, ces pensées négatives répétitives qu'on a internalisées à cause de la société, nos parents ou encore l'école, j'ai tout raté, etc., bah, elle nous contraint à avoir une mauvaise estime de nous-mêmes. Et aussi, c'est très fortement lié à la dépression. Moi, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédemment, dans les années passées. Et la solution, c'est vraiment de pratiquer l'autoréflexion, voir les petites voix qui arrivent et d'être bienveillant avec soi-même et de mettre de la curiosité dedans. Remplacé par je suis con, je suis maladroit, par j'ai fait une erreur parce que je suis distrait, quoi. Déjà, apporter ce genre de langage, ça protège contre la dépression. Et puis, tenir aussi un journal intime, écrire ce qui ne va pas et puis essayer de regarder d'autres angles de la situation et peut-être apporter des paroles plutôt positives. Voilà. Ensuite, une deuxième révélation scientifique, c'est tout ce qui est sur l'axe intestin-cerveau. On sait aujourd'hui que l'intestin, c'est le second cerveau, et ce qu'on mange, on a un impact sur notre cerveau, et le régime pro-inflammatoire, c'est un risque accru chez les TDAH, parce qu'on voit que chez les enfants qui sont diagnostiqués, ils ont souvent un système très inflammatoire, pro-inflammatoire. Et là, il y a une piste qui est prometteuse, c'est encore en cours de recherche, ça a été testé sur des conditions in vitro, etc., sur des animaux, mais pas encore sur les humains. Et en gros, c'est
capsaïcine, donc ce qui est présent dans les piments, bah, ça pourrait soutenir la fonction cérébrale et la concentration via des bactéries intestinales. Et tout ça pour montrer que l'alimentation est un levier sous-estimé. Parce que même si le piment, on a l'impression que c'est inflammatoire, en fait, c'est contre-intuitif. Ça contient de la vitamine C et aussi beaucoup d'antioxydants qui permettent justement de réduire l'inflammation. Après, ça peut amener des problèmes gastriques, donc il ne faut pas en surconsommer. Mais voilà des pistes intéressantes, l'antioxydant, la vitamine C. Et enfin, le TDAH a souvent une hyperactivité, qu'elle soit physique ou mentale. Et ça, on le loupe souvent, ou une hypoactivité. Et dans les deux cas, bouger est une bonne idée, d'après les recherches. Et si une activité physique vous rebute, bah, ne la faites pas. Et cherchez des activités physiques qui doivent être vraiment qui vous parlent. Parce que aller courir si ça ne vous parle pas, ou faire de la muscu si ça ne vous parle pas, bah, peut-être essayer les sports de raquettes, ou bien courir derrière un ballon, l'handball, enfin je sais pas, moi c'est ma stratégie. Certains ça va être les sports de combat, enfin voilà, essayez de trouver l'activité qui vous plaît et intégrer ça dans votre routine, c'est une très très bonne idée. Et puis, en fait, le TDAH, c'est pas encore un problème de concentration, une fois, c'est un problème de motivation. Et une fois qu'on est motivé, souvent, on atteint cette phase de flow qui est très plus difficile pour un neurotypique de l'atteindre. Bah, nous, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans cet état de flow. Donc, il faut vraiment trouver des activités qui vous passionnent, l'escalade, enfin, voilà, des choses qui vous passionnent. Et de ce fait, bah, vous allez pouvoir rentrer dans cet état de flow et vous dépenser sans aucun effort, puisque vous allez adorer ça. Et le mieux, c'est d'avoir une petite liste, un petit notebook, et quand vous êtes en panne d'idées, bah, de la consulter en gros dans ce notebook, d'écrire tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous parle, tout ce qui vous motive. Et comme ça, ne pas réfléchir, parce que réfléchir et procrastiner, bah, ça va pas vous aider à bouger. Alors que quand vous avez une liste, ah bah j'aimerais faire du yoga, ah j'aimerais faire du HIIT pour me dépenser, je vais appeler mon voisin pour aller faire une séance de muscu. Enfin voilà, mettez toutes les idées qui vous parlent, et comme ça, dès que vous êtes en pleine d'idées, vous scannez la liste. Ah bah ça me parle plus que les autres. Bon bah je vais faire ça. Et tout de suite, vous arriverez à vous mobiliser. Encore une fois, le TDAH, ce n'est pas une condamnation. Aujourd'hui, par la MDPH, c'est considéré comme un handicap. Ok, mais pour moi, c'est vraiment une façon de fonctionner de façon différente. Et la clé de la sérénité, c'est de comprendre que le câblage de votre cerveau, il est unique, et d'appliquer des stratégies qui travaillent avec votre cerveau et pas contre lui. Souvent dans l'école, bon, bah, on est un peu contre le TDAH parce que c'est pas adapté à notre façon de faire, et donc on a internalisé des messages qui disent ah je suis nul, je suis pas bon à l'école, j'ai des problèmes, etc. Alors que pas du tout, il n'y a rien à guérir, on n'est pas malade en fait. Et le TDAH d'ailleurs c'est chronique. Je pense que avec le traitement peut-être de certains symptômes, parce qu'il y a pas mal de symptômes de type post-traumatique qui sont très similaires au TDAH, ça peut réduire les symptômes, mais c'est pas quelque chose que vous allez vous débarrasser du jour au lendemain. Donc plutôt que de vous flageller et d'essayer de guérir comme si vous avez une maladie, non, c'est d'utiliser des stratégies qui vont vous aligner, qui vont vous aider à être vous-même. La médication, si ça vous aide, essayez. Et puis surtout des outils comportementaux pour stabiliser et diminuer les symptômes. Encore une fois, je parle encore une fois de l'autoréflexion. La méditation, le yoga, tout ça, c'est très bien. Mais la méditation pour un TDAH direct d'entrée, c'est un peu compliqué. Il faut se dépenser pour méditer, et là, ça marche par exemple. Et enfin, passer à l'action. Bon, bah, si ces découvertes vous ont aidé à mieux comprendre, bah, mettez un pouce bleu, partagez-le. Moi, je suis pas coach, je suis pas thérapeute, j'ai rien à gagner à faire cette vidéo-là. C'est vraiment pour partager l'info, parce que je me sens moi-même touché par ce sujet-là. Et tout simplement, dites-moi en commentaire, c'est quoi la stratégie la plus simple que vous allez appliquer dès cette semaine. Voilà. Et enfin, pour aller plus loin, et ça va être mon dernier mot, c'est toutes les ressources utilisées sont dans la description. Donc prenez le temps d'explorer tout ça, et puis revenez vers moi. À bientôt.